Dans les méandres de la nature préservée, loin des sentiers battus et des regards indiscrets, se déploie un univers où le sauvage trouve une seconde chance. C'est un monde consacré à la préservation, où chaque lever de soleil marque le début d'une nouvelle bataille pour la sauvegarde des animaux. Ce documentaire vous convie à plonger dans l'extraordinaire univers des centres de réhabilitation animale. Des havres où la compassion et l'expertise se conjuguent pour offrir une seconde chance à ceux que la vie a fragilisés. En franchissant les portes de ces centres aux âmes blessées, on pénètre dans un monde rempli d'émotions, où chaque animal hébergé porte en lui une histoire poignante, souvent marquée par les tragédies infligées par l'homme. Qu'il s'agisse de la pollution, du fléau du braconnage ou de la dévastation des habitats naturels, les dangers qui planent sur la faune sauvage sont multiples. Face à ces périls, les centres de réhabilitation se dressent comme de véritables remparts, une dernière ligne de défense contre l'extinction. Rencontrez ces hommes et ces femmes au courage sans pareil qui ont consacré leur vie à la protection des animaux. Des vétérinaires aux biologistes, des bénévoles aux soigneurs, chacun contribue à cette mission vitale de sauver et de réhabiliter les animaux en détresse. Leur dévouement sans faille est une source d'inspiration, un symbole d'espoir dans un monde où la cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature reste un idéal à atteindre. L'Afrique du Sud. Un pays aux paysages spectaculaires bercé par une faune sauvage d'une richesse unique. Parmi les véritables joyaux de la biodiversité, on peut y trouver le parc Kruger. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il abrite une pléthore d'espèces emblématiques. Avec une superficie de près de 20 000 km², le parc Kruger est l'une des plus grandes réserves d'Afrique, abritant une faune d'une richesse exceptionnelle. Véritable joyau du pays, il joue un rôle essentiel dans la conservation de la faune sauvage. Plus qu'une simple destination touristique, ce parc est un symbole de l'espoir dans la conservation. En protégeant ce sanctuaire naturel, nous contribuons à préserver la magie de la vie sauvage africaine pour les générations futures. Malheureusement, cette biodiversité est aujourd'hui menacée par la perte d'habitat, le braconnage ou encore le trafic d'espèces sauvages. Protéger ces animaux, c'est non seulement préserver un patrimoine, mais également garantir un avenir meilleur pour la planète et pour nous-mêmes. Heureusement, de nombreuses initiatives locales existent pour protéger cette faune sauvage en sensibilisant le public, mais aussi en offrant une seconde chance aux animaux dans le besoin. C'est donc ici, dans cet organisme, que chaque animal trouve une seconde chance. Niché au cœur de l'Afrique du Sud, le combat du centre de réhabilitation Umoya-Kulula pour la préservation de la faune se dresse comme un phare de protection pour ces animaux en détresse. Son emplacement stratégique lui permet également d'œuvrer en plein cœur de la richesse biologique d'Afrique du Sud. Fondé par des passionnés de conservation, ce centre est également réputé pour ses normes élevées en matière de bien-être et de réhabilitation. À la tête de cette équipe dévouée, Emma se bat chaque jour pour la survie de ces espèces menacées. Né au Royaume-Uni, le centre reflète sa passion de toute une vie.
Très tôt, Emma a su que sa destinée était liée à la préservation de la nature. Arrivée en Afrique du Sud à l'âge de 18 ans, elle a été immédiatement captivée par la richesse de la faune locale et a consacré sa carrière à la protéger. So I actually have been working in wildlife rehab for 18 years now. So it's been a really, really long time. And I've worked with hundreds of different species of animals from the wild, getting them back into the wild. So I've got a lot of experience with a lot of different species, from mammals and birds and reptiles. Around 6 years ago, we decided, even though there's amazing wildlife rehabs, there's also some not so amazing wildlife rehabs in this country. And we really felt that there was a need in this area for a centre that did exactly what they said, and it was all about the animals. So we decided to open a Moyakula Wildlife Centre. So it's been a big journey, 6 years of building and helping many different species, and we seem to be getting bigger and bigger and bigger, but every year we're actually saving more and more animals, so doing exactly what we want and need to do. Mais Imoya, c'est aussi une collection de destins uniques. Des animaux rescapés, chacun avec son histoire, sa lutte et l'espoir d'un retour à la vie sauvage. Les pensionnaires du Moya sont répartis dans différents espaces du centre, chacun adapté à une étape clé de leur parcours. Une zone de quarantaine pour les nouveaux arrivants, une nurserie pour les plus fragiles, et des enclos dédiés à la phase de réhabilitation avant leur éventuel retour à la nature. Le centre accueille une grande diversité d'espèces, chacune avec ses besoins spécifiques. Nous débutons donc notre découverte des pensionnaires à la nurserie, un lieu où les plus vulnérables reçoivent des soins constants. C'est ici que nous allons notamment rencontrer les bébés mangoustes et découvrir le travail essentiel réalisé pour leur offrir une chance de survie. Les mangoustes bénéficient de 3 sorties d'1 heure chaque jour. Une fois rassasiés, direction l'enclos extérieur où ils peuvent enfin laisser libre cours à leur énergie et à leur curiosité. Certains individus vont être plus curieux et d'autres plus timides. Mais leur timidité finit rapidement par être remplacée par le jeu. Le jeu, c'est quelque chose d'important pour les bébés mangoustes puisque c'est essentiel pour leur bon développement. Donc c'est ces moments de récréation qui vont leur permettre de pouvoir exprimer toute leur curiosité à cet âge. Donc creuser, grimper, et c'est à ce moment qu'ils vont également tester leurs limites et finalement avoir leur comportement naturel avec d'autres congénères. Ces jeunes mangoustes tentent même parfois de s'échapper, mais toujours sous l'œil attentif des volontaires qui les surveillent. Le jeu est stimulé, mais toujours dans le respect de leur espace personnel. Les volontaires évitent tout contact direct, bien que certains, dans leur curiosité, viennent parfois se frotter d'eux-mêmes contre les pieds des bénévoles. Les contacts restent tout de même limités, car le but n'est pas de faire de l'imprégnation. Cependant, il reste parfois nécessaire, et c'est notamment le cas pendant les repas. Mais au fur et à mesure que ces petits grandissent, les contacts seront progressivement coupés. L'après-midi, leur sortie se répète, avec un repas un peu différent. De la viande. Les volontaires ne se contentent pas simplement de leur donner de la viande, mais également de la cacher pour stimuler leur instinct de recherche. Lorsqu'un centre de réhabilitation accueille plusieurs bébés mangoustes simultanément, il s'efforce de recréer les conditions sociales naturelles qui sont essentielles à leur développement.
car les mangoustes sont des animaux hautement sociaux. Alors dès leur arrivée, les bébés mangoustes vont être placés dans des enclos communautaires, donc qui vont être adaptés à leur âge, à leur taille et à leurs besoins. Et ça va leur permettre de se côtoyer et d'interagir et de tisser des liens semblables à ceux qu'ils auraient développés dans leur habitat naturel. Donc c'est finalement en jouant, en communiquant que les jeunes mangoustes apprennent finalement les bases des comportements sociaux. Donc émettre des vocalises, partager la nourriture et même établir une hiérarchie sociale qui est indispensable pour organiser les rôles au sein du groupe. Le jeu, c'est une activité particulièrement importante pour les bébés mangoustes puisqu'il ne s'agit pas simplement de divertissement. Donc c'est aussi une manière pour eux de développer leur coordination. Donc en observant et en imitant leurs congénères, les bébés mangoustes acquièrent également des techniques qui vont être essentielles pour elles une fois relâchées à l'état sauvage. Cette approche collective présente de nombreux avantages. Le fait d'élever les jeunes ensemble réduit leur stress, car l'isolement est particulièrement difficile à vivre pour des animaux aussi sociaux. Le contact régulier avec leurs congénères les apaise et renforce leur résilience face aux défis de la réhabilitation. De plus, les mangoustes qui se développent en groupe arrivent à maturité avec des comportements plus proches de ceux d'animaux sauvages, augmentant ainsi leurs chances de survie après leur relâchement. Au moment de leur réintroduction dans la nature, ces petits groupes formés en captivité peuvent agir comme une mini-colonie. Ayant déjà établi des liens sociaux solides, ils travaillent ensemble pour trouver de la nourriture, se protéger des prédateurs et s'adapter à leur nouvel environnement. Le processus d'élevage collectif des bébés mangoustes ne se limite pas simplement à assurer leur survie immédiate. Il s'agit de préserver leur identité sociale et leur comportement naturel, tout en leur offrant la meilleure chance possible de s'épanouir dans la nature. Ces efforts reflètent la philosophie profonde des centres de réhabilitation. Non seulement soigner les blessures physiques, mais aussi restaurer l'équilibre émotionnel et social des animaux qu'ils sauvent. Une fois leur récréation terminée, retour à la nurserie, où ils attendront patiemment leur prochaine sortie. Parmi les autres pensionnaires du centre, certaines histoires ont particulièrement retenu notre attention avec l'équipe de Be Wild. À commencer par celle de Lucie. Lucie est une jeune hippopotame de plus d'1 an, et son histoire commence dans un fossé où elle a été abandonnée par sa mère après de fortes inondations. Un jour de forte pluie, Lucie est tombée dans un fossé, et incapable de la récupérer, sa mère l'a laissée derrière. Seule, toute petite, sans nourriture, elle a passé près de 3 jours piégée dans ce trou. En tentant de s'échapper, Lucie s'est blessée, et les cicatrices visibles encore sur son corps témoignent de ces moments difficiles. Mais heureusement, Imoya est intervenue et ont secouru Lucie. Bien que plusieurs groupes d'hippopotames vivent à proximité, le centre a pris la décision de ne pas la réintroduire tout de suite dans la nature. Ne connaissant pas son groupe d'origine, il aurait été risqué de la remettre dans un groupe erroné, ce qui aurait pu lui être fatal, car elle aurait pu être attaquée, voire tuée par d'autres hippopotames. C'est donc ici, au centre, qu'elle a trouvé un refuge. Il faut savoir que le contact direct avec un animal aussi puissant et dangereux qu'un hippopotame reste quand même assez exceptionnel. Donc Lucie est encore en phase de sevrage, donc elle reçoit toujours du lait. Mais dès qu'elle sera sevrée, le contact humain sera progressivement limité. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, à 1 an, Lucie devient de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Et même si les interactions sont encore nécessaires, elles sont quand même rigoureusement encadrées et les volontaires doivent toujours être à 2 à l'intérieur de son enclos. Mais ça peut arriver que dans ces moments d'excitation, qu'on appelle aussi les zoomies, parce que les hippopotames aussi ont des zoomies, et que le contact direct soit difficile à éviter. Bye bye, Clarissa! Lucy's on one, are you okay? I need my shoe! Behind you!
Heureusement, Lucie étant une femelle, sa réhabilitation devrait être beaucoup plus aisée que celle d'un mâle qui serait beaucoup plus territorial et pourrait devenir beaucoup plus violent. Donc il faut savoir que les mâles hippopotames se battent parfois jusqu'à la mort. Et donc les experts du Moya sont très confiants quant à son avenir et à sa réintroduction réussie dans la nature. En attendant sa réhabilitation à l'état sauvage, Lucie est choyée par les équipes du centre. Elle vit actuellement dans un enclos spacieux, conçu pour répondre à ses besoins, où elle peut évoluer en toute sécurité. Au cœur de cet espace, un bassin lui est entièrement réservé, et où elle y passe toutes ses journées. Chaque semaine, les volontaires se mobilisent pour nettoyer son bassin et maintenir son environnement propre et accueillant. Toujours aussi curieuse et espiègle, Lucie n'hésite pas à participer à sa manière. Elle suit les équipes de près, explore les outils de nettoyage et semble parfois même vouloir diriger les opérations. C'est grâce à cet engagement collectif que Lucie a grandi dans les meilleures conditions possibles, en attendant le jour où elle pourra retrouver la vie sauvage. La majorité des animaux accueillis au centre sont victimes de l'activité humaine. Un fléau qui ne cesse de grandir de jour en jour. All the wildlife that we receive at Amoya is hurt by humans in some way. Our biggest kind of animals are coming in snares. So these are wire snares that are put in the bush. Animals get stuck in it and they round their necks, round their legs, and can obviously kill them. Hit by cars or fly into windows for birds. Humans poaching is a big issue that we have here, whether that be for meat or whether that be for the illegal pet trade or the illegal wildlife trade. And then the pet trade is huge in South Africa. Even though it's illegal for anyone to keep an indigenous South African animal as a pet, people do. So probably about 60% of the animals that have come into our center are ex-pets. Avec l'essor des réseaux sociaux et la popularité croissante des animaux exotiques, de nombreuses espèces, comme les caracals, ont été prises dans cette tendance. Et c'est le cas de ces 2 caracals. L'histoire de Hamish et Harper débute de manière inattendue. Leur propriétaire, déteneur illégal d'animaux exotiques, a voulu partager des photos de ces caracals pour tenter de les vendre. Mais par erreur, il a envoyé ces images dans un mauvais groupe WhatsApp, un malheureux incident pour lui. Après avoir réalisé son erreur, le particulier s'est empressé de supprimer la vidéo. Mais trop tard. Quelqu'un dans le groupe avait déjà capturé l'image et l'a envoyée à Emma. Grâce à cette alerte, les autorités ont pu saisir les 2 félins, suite à quoi ils ont été transférés au centre. À leur arrivée, Hamish Harper semblait en très bonne santé, mais c'est que quelques jours plus tard que Emma a remarqué que l'un d'eux boitait et que l'autre traînait la patte au sol. Donc elle a réalisé par la suite des examens qui ont finalement révélé que les 2 caracals souffraient d'une maladie métabolique des os. Donc c'est une affection qui fragilise la densité osseuse. Donc ça rend les os beaucoup plus susceptibles aux fractures. Et ça peut être dû à une carence en calcium ou en vitamines ou à d'autres facteurs nutritionnels. Donc Hamish Harper avait de lourdes carences et était manifestement mal nourri, et c'est malheureusement trop souvent le cas quand vous avez des saisies d'animaux exotiques chez des particuliers qui les détiennent illégalement. C'est des animaux qu'on récupère dans des états de santé assez alarmantes, assez préoccupantes. On prend l'exemple du caracal qui est très à la mode sur les réseaux sociaux. Donc vous avez le phénomène des réseaux sociaux qui a accentué tout ce trafic d'animaux. Des exemples de caracals qui sont maintenus chez des particuliers, qui sont nourris à base de chantilly et de fraises. Et je le rappelle, le caracal est un animal qui est strictement carnivore, donc c'est un carnivore strict, il mange que de la viande. Donc forcément, on se retrouve avec des animaux qui ont des carences et qui ont de gros problèmes de santé. Et c'est ensuite avec l'équipe de Be Wild que Emma nous a emmenés chez les vétérinaires qui se sont chargés de réaliser les examens des 2 caracals. Donc ils nous ont montré les radios et sur ces dernières, on pouvait très nettement voir l'étendue des dégâts. Donc certains os étaient fracturés et à plusieurs endroits. Donc c'était assez incroyable de voir toutes ces fractures sur juste un seul os.
Et là, on peut voir ce que peut avoir les effets de la malnutrition chez certains animaux. Malheureusement, Harper, la sœur de Hamish, n'a pas survécu à cette maladie. Elle s'est fracturée la colonne vertébrale, ce qui lui a coûté la vie. Mais peu de temps après, un autre caracal nommé Napoléon fut saisi dans la même situation, et il se trouvait qu'il avait le même âge que Hamish. Aujourd'hui, Hamish et Napoléon vont beaucoup mieux grâce aux soins et à l'attention de l'équipe du Moya. Ils sont maintenant dans leur dernière phase de leur réhabilitation. Et d'ici peu, ils retrouveront leur liberté. Mais pour le moment, Hamish et Napoléon sont maintenus dans un grand enclos où ils sont en semi-liberté, ce qui signifie qu'ils sont dans leur dernière phase avant leur relâchement à l'état sauvage. Grâce aux dons que nous avons pu collecter avec notre communauté, nous avons pu financer l'achat d'un colis GPS pour suivre leurs mouvements une fois qu'ils seront réintroduits à l'état sauvage, ce qui est une étape cruciale pour garantir le succès de leur réhabilitation. Pour assurer la pérennité de ces structures, les donations et le soutien des sponsors sont essentiels. Mais cela reste insuffisant. Recevant peu, voire aucune aide des gouvernements locaux, ces organisations doivent également s'appuyer sur un autre pilier indispensable: l'implication humaine. Avec ses paysages grandioses et sa faune unique, l'Afrique fait rêver des personnes du monde entier. Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience enrichissante sur ce continent fascinant, tout en contribuant à une cause noble. C'est ici que les volontaires entrent en jeu. Leur engagement va bien au-delà d'un simple soutien. Ils leur offrent leur temps, leurs compétences et leur énergie, devenant un maillon essentiel pour permettre à ces centres de surmonter les nombreux défis qu'ils rencontrent au quotidien. Leur contribution est multiple et essentielle. Sur le plan financier, les frais de participation des volontaires permettent de couvrir une partie des coûts opérationnels du centre, que ce soit pour l'achat de nourriture spécialisée, des soins vétérinaires ou encore le maintien des infrastructures. Mais leur rôle ne se limite pas à une aide monétaire. Sur le terrain, les éco-volontaires épaulent les équipes dans leurs tâches quotidiennes. Leur présence soulage le personnel permanent, souvent sous-effectif, en accomplissant des tâches essentielles. Nourrir les animaux, entretenir les enclos, ou même accompagner les spécialistes dans des suivis d'animaux relâchés. Participer à un tel programme, c'est bien plus qu'une aide ponctuelle. Pour les volontaires eux-mêmes, l'expérience est profondément enrichissante. Ils repartent avec des compétences uniques, qu'il s'agisse d'apprendre à manipuler des animaux avec soin ou alors de comprendre les défis complexes de la conservation. Qu'il s'agisse de passion pour la nature et les animaux ou simplement l'envie de découvrir cet univers, les éco-volontaires viennent d'horizons variés et de parcours divers. I've always had a passion for animals ever since I was really young, and I think obviously there's lots of volunteering opportunities out there, but I just think this is one of the most impactful forms of volunteering, and I think you can come to a place like this and genuinely leave knowing that you've made an impact and knowing that you've made the ecosystem and biodiversity around you a bit better, you've left it in a better state. And for me, I think, you know, to be able to work with these animals and see them progress towards from how they came into then a release, I think is one of the most fulfilling things you can do. Le travail commence dès l'aube. Chaque matin, les volontaires se réunissent à l'accueil du centre où ils consultent un tableau hebdomadaire qui répartit les tâches entre les différents groupes, assurant ainsi une gestion efficace des besoins du centre. Nous allons donc suivre le premier groupe, dont la mission est de s'occuper des animaux en quarantaine. Mais avant de se rendre dans la zone, direction les cuisines du centre pour préparer les rations.
Dans la cuisine du centre, les éco-volontaires commencent par consulter un tableau soigneusement affiché au mur. Ce tableau détaille le régime alimentaire de chaque animal en quarantaine, avec des indications précises sur les types d'aliments et les quantités à préparer. So this is food prep. So basically we come here 3 times a day and we just use it to prep all the food for the animals. So we've got a big whiteboard that has a list of all the animals. So in the morning we feed basically everything. So it tells us what we need to put in their bowls, and it's all quite it's like mathematically decided. So it's quite important to get the right amount of food so the animals get the food that they need. So some have necks and gizzards and hearts and chicks, and some have fruit, so apples, bananas, papaya, carrots, sweet corn, stuff like that. Yeah, and it's quite overwhelming when you first arrive because there's a lot of different food, but I really enjoy it now. Chaque animal en quarantaine a des besoins spécifiques. Ce tableau est donc une véritable feuille de route qui doit être suivie à la lettre. Mais attention, la préparation des rations pour les carnivores n'est pas pour les cœurs sensibles. Les volontaires apprennent vite qu'un bon estomac est tout aussi important qu'un bon couteau ici. Surtout le matin. Une fois la préparation des rations terminée, nous prenons la direction de la zone de quarantaine. Car les pensionnaires attendent leur repas avec impatience. Mais avant, nous faisons une petite halte dans la zone où les animaux sont en semi-liberté. Nous avons donc les phacochères et les caracals. Une fois sur place, tout le monde se met au travail. Ici, les tâches consistent à maintenir ces espaces propres et sûrs tout en veillant à nourrir les animaux. Chaque geste est essentiel pour garantir leur bien-être dans cet environnement où ils peuvent se déplacer librement tout en restant sous la surveillance des soignants. Les volontaires s'affairent donc à balayer l'enclos, vider le bassin pour le remplir d'eau fraîche et déposer les rations à une distance sécuritaire. Bien qu'ils aient une apparence rugueuse, ces animaux sont souvent très curieux. Nous nous dirigeons par la suite vers l'enclos des 2 caracals, et chez Napoléon. Pour cet enclos, la nourriture sera donnée depuis l'autre côté de la barrière. Bien que leur taille puisse donner l'impression qu'ils ne représentent pas une menace, il ne faut pas se fier aux apparences. Les caracals peuvent être extrêmement dangereux et sont parfaitement capables de bondir à la gorge en une fraction de seconde. Pour cette raison, les volontaires ne sont pas autorisés à entrer dans leur enclos. Ces 2 caracals se préparent à leur futur retour à la vie sauvage. Ils viennent de moins en moins souvent chercher la nourriture qui leur est offerte, préférant chasser eux-mêmes au sein de leur enclos. Pour les experts du centre, ce comportement est un signe extrêmement encourageant de leur progression vers une réhabilitation complète. When we believe an animal is ready for release, we need to see several things depending on the species. If it is a bird that has a broken wing, we need to make sure that they're able to fly, that they're able to get lift, and they'll be able to get into the sky, obviously, and feed themselves. If it is a predator that needs to catch their own prey, we also need to be able to see that they're going to be able to do this into the wild. We, of course, do not feed live prey to the animals, but they are in these big open enclosures and do have access to do that. So we're always checking they're showing those behaviors. We also don't want them to be coming to us every 5 seconds. They need to not rely on us for attention, for food, for everything. So once we see that actually we're going into this enclosure to clean or to feed and they're not interacting with us, that's a really good sign to say they're ready for the next stage. Une fois tout le monde nourri, nous nous dirigeons vers la zone de quarantaine pour entamer les tâches du jour. Sur place, le groupe se divise en 2.
Tandis que certains se chargent de nourrir Lucy et de nettoyer les enclos des autres animaux, les autres se concentrent sur les soins à apporter aux pensionnaires en quarantaine. So today I'm on quarantine, so it's enclosures that include wood owls, a white-tailed mongoose, spotted eagle owl, bush babies, a pigeon, and then some other types of birds. And we're just feeding them this morning, checking on them, cleaning their enclosures, picking up poop, debris, making sure nothing is abnormal with them. And over there we have the mongooses. So we have probably, out of all the animals, I think we have the most mongoose. And we have different tribes for them. And then beyond that, we have Lucy's enclosure, and she is a 1-year-old hippo. So we feed her milk 3 times a day. And we give her lucerne in the morning, and we clean out her pool and all of that. Dans la zone, certains des pensionnaires nécessitent une attention toute particulière. Et c'est le cas de ces 2 jeunes chouettes récemment recueillis. Encore trop jeunes pour se nourrir seuls, les volontaires deviennent alors de véritables nourrices, leur donnant à manger directement dans le bec avec précision et délicatesse, reproduisant ainsi le geste naturel d'une mère nourrissant ses oisillons. Chaque animal est pris en charge avec soin et délicatesse, car la plupart d'entre eux se retrouvent en réhabilitation à cause des activités humaines, comme par exemple ces 2 jeunes mangoustes à queue blanche qui ont été déterrés accidentellement par une pelleteuse lorsqu'elles étaient plus jeunes, détruisant ainsi leur terrier. Ou alors encore cet aigle, nommé Tequila, qui a été percuté par une voiture. Arrivant déjà dans un état de stress important, il est donc essentiel de minimiser toute source supplémentaire d'anxiété. Le processus de réhabilitation étant en lui-même éprouvant, chaque interaction est pensée pour leur offrir les meilleures chances de retrouver la nature. So one of our biggest challenges is a lot of the animals that come into the centre don't actually need to come into the centre. They don't need our help at all. But humans being humans, see an animal that they perceive to be in danger or need help, pick it up, and then it does come in. So rehab is actually a long, stressful process for an animal, and it's not 100% proof that this animal will actually make it through. So we have to be really, really careful that we're not being detrimental to these animals by actually bringing them into a rehabilitation centre. Also, where we're releasing the animals is really hard. Humans are taking over everything, and we don't have as many viable, secure and safe release sites as we did in the past. So it's tricky. You want to give this animal the best chance, and you never want them to have to come across a human again. So it's really, really hard to find those kind of sites. And I think in years to come, it's going to become even harder. Une fois tous les animaux nourris et les enclos nettoyés, il reste une tâche incontournable. La vaisselle. Le lavage des gamelles pourrait sembler être une corvée. Mais ici, c'est tout le contraire. Entre éclats de rire, discussions animées et quelques éclaboussures accidentelles, les volontaires transforment cette activité en un véritable moment de convivialité. Ces moments simples partagés dans la joie et la bonne humeur reflètent l'esprit de solidarité qui anime ce centre. L'après-midi, les volontaires sont libres d'occuper leur temps comme ils le souhaitent. Se reposer, échanger dans la salle commune ou alors participer aux activités proposées. Aujourd'hui, c'est une session d'entraînement au monitoring avec une antenne VHF qui est au programme. Une technique essentielle en conservation. Avant de commencer, Catherine leur fait un briefing détaillé, en leur expliquant le fonctionnement du matériel. When it's too high, then there's the red light, and it says on the screen getting too high. So then you would turn it down. And as you get closer to the tag, it's going to go lower and lower and lower so that it's less sensitive because you're getting closer. It doesn't need to listen. So, and then when you're really, really, really close to the tag, it will be like in the high 60s, low 70s. That's when you know you're getting close to the tag and you'll hear it really loud. Cette technologie est utilisée pour suivre les animaux équipés de colis GPS, permettant ainsi aux chercheurs de mieux comprendre leurs déplacements et comportements. Pour l'exercice, les volontaires sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe reste au camp, tandis que le second part dissimuler un émetteur quelque part dans les environs.
Josh et Brianna cherchent donc un endroit où placer l'émetteur. I could try and do that one because it looks relatively easy for me to like that one down there, the one that splits and then splits and splits. But if you want, I can try and do like one of these. Happy days. There we go. I don't think that's too obvious. Une fois le dispositif bien caché, tous se réunissent pour commencer les recherches. Équipés de leur antenne et du récepteur, le deuxième groupe se lance à la traque du signal. Plus il se rapproche de l'émetteur, plus le signal s'intensifie. En ajustant l'orientation de l'antenne et en écoutant les variations des bips sonores, ils doivent déterminer la direction à suivre. Sous la guidance de Catherine, le deuxième groupe tente de retrouver l'émetteur caché. L'exercice peut sembler simple en apparence, mais en réalité, il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le signal peut être perturbé ou dévié par le relief, la végétation ou d'autres interférences, rendant la tâche plus complexe et parfois trompeuse. Il faut donc de la patience, de l'analyse et une bonne compréhension du matériel pour affiner la recherche. I see it. Where? Exceptional entertainment for the last Okay, 36 minutes, 36 seconds. Cet exercice immersif permet aux volontaires de se familiariser avec une technique largement utilisée en conservation. Que ce soit pour suivre les déplacements d'animaux réintroduits, surveiller les espèces menacées ou collecter des données précieuses sur leur comportement, le tracking VHF joue un rôle clé sur le terrain. Une activité aussi ludique qu'instructive qui leur permet de mieux comprendre le quotidien des experts engagés dans la protection de la faune sauvage. Mais l'éco-volontariat, ce n'est pas seulement du travail de terrain. C'est aussi une aventure humaine, faite de rencontres et d'échanges. Ces instants forgent des liens forts. Beaucoup repartent d'ici avec bien plus que de simples souvenirs. De véritables amitiés se créent, souvent durables, car elles sont bâties sur une passion commune et des moments vécus intensément ensemble. Loin de la routine du quotidien, l'éco-volontariat est aussi une manière de se reconnecter aux autres, à la nature et à soi-même. Meeting not just other volunteers who want the same things as you do and have the same passions that you do, but meeting people here who, you know, especially coming from an academic background in the UK, meeting people actually on the ground, working with these animals, making impact, meeting people who have seen it all, who've done it all, who have done everything in conservation, and listening to these people, learning from them. You know, you learn so much more like that in a practical environment and meeting these people face to face than you do from reading a book or an article. So I'd say that, and of course working with the animals is amazing, but in terms of on a personal level, that's been sort of the most interesting and most educational aspects of me being here. Derrière chaque paysage préservé et chaque espèce sauvée, il y a des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à protéger ce patrimoine inestimable. Chaque jour, des professionnels et des bénévoles œuvrent sur le terrain avec une mission commune: offrir une seconde chance aux animaux en détresse. Parmi tous les pensionnaires du centre du Moya, l'un d'eux a particulièrement retenu notre attention.
C'est l'un des animaux les plus braconnés au monde, méconnu du grand public, discret et entièrement recouvert d'écailles. Le centre a fait de son sauvetage une véritable spécialité. Son nom, le pangolin. Victime d'un trafic aussi silencieux que dévastateur, le pangolin est aujourd'hui l'espèce la plus braconnée au monde. Mais au centre, certains refusent d'abandonner la lutte et se battent chaque jour pour sa survie. En raison des menaces liées au braconnage, ces animaux sont gardés dans un lieu tenu secret en dehors du centre pour assurer leur protection. Et nous avons eu l'opportunité rare d'accéder à ce site confidentiel et de découvrir les défis uniques de leur réhabilitation. Pionnier dans ce domaine, le centre Umoja est l'un des seuls au monde à s'être spécialisé dans le sauvetage et la réintroduction des pangolins. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un pangolin ? Malgré son apparence, ce n'est pas un reptile, mais bien un mammifère. C'est d'ailleurs le seul à être entièrement recouvert d'écailles. Il existe aujourd'hui 8 espèces de pangolins, 4 se trouvant en Asie et 4 en Afrique, dont le pangolin de Temminck. Le mot pangolin vient du malais, pengulung, qui signifie « celui qui roule ». Un clin d'œil à sa capacité remarquable de se replier en boule pour se défendre face aux prédateurs. Et un pangolin qui décide de s'enrouler, personne ne peut l'en défaire. Ils ont une force incroyable et avec l'équipe, nous l'avons bien constaté. Malheureusement, cette armure naturelle, au lieu de le préserver, en fait une cible de choix pour les trafiquants. Et c'est une lutte dans laquelle s'est engagé Umoja. When we opened the rehabilitation center, our main goal was to help any animal that had been hurt by humans. A few years after opening, we heard about all these pangolins being poached and getting shipped over the Asian market, and we saw that they really needed help and that there wasn't very many places to help them. So we decided that we would jump on the train to save these guys. To be honest, they are the hardest mammal I've ever had to work with. They are so shy and so secretive that we have no knowledge about them whatsoever. So the last few years have been a complete learning curve where we've had to learn medically, rehabilitation and release to see what's successful and what's not. But we are really saving a lot of pangolins to bring them back out into the wild. En Afrique, le braconnage est un fléau qui menace de nombreuses espèces animales et végétales. Chaque année, ce sont des milliers d'animaux sauvages qui sont chassés illégalement, alimentant un commerce lucratif et destructeur. Poaching can be devastating to smaller areas, but also greater and larger biomes. And it's unfortunately been really hard watching what they are capable of in a very short span of time, especially with snails. So snails are wire traps that is set out to catch and poach animals, usually for meat, but unfortunately snails do not discriminate. So any animal can get stuck in snails. And the problem with it is that a meat poacher can set anywhere from a couple of snails to over 100. So in terms of biodiversity mass, you have a big loss when you have several animals caught in snails. And oftentimes you'll see large parts of a herd, like impala, when they move through a cluster of snails, a large section of the herd can be eradicated. Causes a lot of suffering also. So it's the big thing about ethicality involved when it comes to snail poaching. A lot of people argue that they poach to sustain their families and for meat. We have seen it so often that meat poachers are actually employed a lot of the times and that they poach on a large scale, not only to sustain their own families, but also to make money from it. So it becomes an organized crime. And I have a huge issue with that because
unless all the animals have died out, they won't stop. They will just continue poaching until everything has been killed. Les braconniers sévissent absolument partout. Le record de collets récoltés sur le centre était de 83. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Ce phénomène a des conséquences dramatiques non seulement sur la faune, mais aussi sur l'équilibre fragile des écosystèmes. Mais il menace également les personnes luttant contre cette pratique. C'est pourquoi le centre a tout un système de sécurité, dont des rangers comme Ruan, qui s'occupent aussi de la sécurité lors de certaines opérations. I've actually been poached from the previous job where I used to work. I was a game ranger there and also did game drives, and I had the privilege to monitor pangolins on that reserve. And yeah, I've lost my mother 2008, the 14th of June, in a car accident. I was still a teenage, and the very first pangolin I saw was 3 years ago, the 14th of June. So that's why I decided that it's not luck or happened perhaps. I think there's something bigger than that. And that's why I decided to work more with pangolins. I believe pangolins are also spiritual animals. Once you work with them, you are hooked. And you always want to do your best and give your best to them. They're so special creatures. And that's why I decided to make contact with the director of Umoja Kulula. And I said to them that I want to work with pangolins and I want to do field work. I love this, especially that no one has this data or knowledge. That makes me strive and want to know more and learn more about the pangolins every day. And yes, I said to them, this is what I'm earning, this is my privileges, can we make a plan? And it wasn't long after that, then Reinhard phoned me back and said to me, listen, we can make you this offer, when can you start it? So I immediately resigned and come here and come to work for Umoja. Les répercussions du braconnage sont dévastatrices. De nombreuses espèces emblématiques comme le rhinocéros blanc ou le pangolin sont aujourd'hui menacées d'extinction. Tous deux sont traqués pour la même chose. Des parties de leur corps faites de kératine. La corne pour le rhinocéros et les écailles pour le pangolin. Tout commence à des milliers de kilomètres en Asie. Dans la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne, les écailles de pangolin sont considérées comme un remède miracle. Elles seraient capables de soigner l'arthrite, d'améliorer la lactation ou même de guérir le cancer. Une croyance profondément ancrée, mais scientifiquement infondée. Les écailles de pangolin sont faites de kératine, tout comme les cornes de rhinocéros, nos cheveux et nos ongles. Mais la demande ne s'arrête pas là. En Chine et au Vietnam, la chair de pangolin est un mets de luxe. Consommée par les élites, elle est symbole de prestige, de pouvoir, mais de grande cruauté. Autrefois chassé principalement en Asie, le pangolin devient aujourd'hui une cible en Afrique. Avec l'effondrement des populations asiatiques, les trafiquants ont jeté leur dévolu sur le continent africain. Le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo, de grandes plaques tournantes du commerce illégal. Mais ce n'est pas tout. Le pangolin a été injustement pointé du doigt comme responsable de la transmission du Covid-19. The endangered animal thought to be at the center of the coronavirus. Chinese scientists suggested last week that pangolins, a scaly species mammal, could have first transmitted the disease to humans. But after a group of Chinese scientists recently labeled them as the potential transmitter of the novel coronavirus, une rumeur infondée. À ce jour, aucune zoonose directement transmissible de cet animal à l'homme n'a été scientifiquement prouvée. Pourtant, cette fausse accusation a servi de prétexte pour mettre en place des mesures radicales, allant parfois jusqu'à l'abattage massif de l'espèce. Cette situation démontre à quel point les idées reçues et des informations erronées peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la faune, souvent au bénéfice d'intérêts illégaux. Chaque année, ce sont des centaines de tonnes d'écailles qui quittent les ports africains, cachées dans des cargaisons de poissons ou de bois.
Un trafic organisé qui exploite la pauvreté locale pour recruter des chasseurs. Mais le commerce illégal est aussi devenu une banalité effrayante. Sur WhatsApp, des pangolins sont mis en vente avec une simple photo et un prix comme une marchandise ordinaire. Ces animaux, arrachés à la nature, n'ont alors plus que quelques jours à vivre. Car avant même d'être vendus, la plupart vont succomber au stress. Les pangolins sont des animaux extrêmement fragiles et incapables de supporter la captivité. Dans ces situations, leur cœur bat trop vite et leur organisme cède sous la peur. Et en quelques jours, voire quelques heures, ils meurent. C'est également la raison pour laquelle il est difficile de les maintenir en captivité. Le moindre changement peut les faire stresser et les faire mourir. Mais le braconnage n'est pas le seul fléau qui menace le pangolin. En Afrique du Sud, un autre danger guette ces discrets voyageurs nocturnes. Les clôtures électriques. Pour être assurés en cas d'attaque animale sur leur terrain, de nombreux propriétaires de réserve sont contraints d'installer des fils électrifiés très bas, au ras du sol. Leur but ? Repousser certains animaux, comme les prédateurs. Mais pour le pangolin, c'est un piège mortel. Contrairement au lion ou aux hyènes capables de détecter la source du choc électrique, le pangolin, lui, est incapable de comprendre d'où vient le danger. Son instinct de survie le pousse alors à faire ce qu'il sait faire de mieux, se rouler en boule. Mais malheureusement, ce réflexe le condamne. Au lieu de fuir, le pangolin va s'enrouler autour du fil et recevoir des chocs électriques à répétition, jusqu'à ce que son corps cesse de réagir. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir été secourus à temps, ils sont directement emmenés chez les vétérinaires. So pangolins come in for the different reasons. A huge variety of them come in as poaching, so they are quite compromised. We would get them in, try and do an evaluation with them first to get them uncoiled, try and get them a little walk to see how strong they are, how stable they are, whether they drag themselves. And then you'll have to give them anesthetic to do the rest. We've got a little plastic box, very high-tech, that we put gas anesthetic with. And then we gas them down in that box, and once they're under, we unroll them, weigh them, put them on a table, and examine them. So what you look out for is dehydration. A lot of them come in very dehydrated. A lot of them have very bad wounds, especially on their front legs, abscesses, and unfortunately, stuff you can't see with the eyes, you have to start looking at. More intense is x-rays to check the lungs. They get pneumonia quite a bit, and it's difficult to treat. When you check in the females, a lot of them coming pregnant. We also do a blood profile on them, and everyone that comes in just to check their protein levels. Obviously, if they've been starving, their body proteins are going to fall. A lot of them have compromised kidneys because of dehydration, and you have to work that all into your treatment plan. And once you've got all that information, just start working it up from there and then treating as they eat from there. En effet, les pangolins doivent faire face à de nombreuses menaces. Mais la plus redoutable d'entre elles reste le braconnage et de ces mythes tournant autour de leurs écailles. Archie en est l'un des tristes exemples. Capturé par des braconniers, sa mère a subi un stress si intense qu'elle lui a donné naissance prématurément. Ce qui veut dire qu'avant même de venir au monde, Archie était une victime. Archie's mum, Sarabi, was actually poached from the wild. She was pregnant when she was poached, and due to the stress, as you can imagine, she gave birth to Archie while she was with the poachers. So he was literally born in captivity. The poachers really wanted to get Archie away from his mum, but Sarabi was such a good mum that she rolled around him really tightly and protected him. So they actually broke her skull to try get her out with a shovel, but she didn't let go of Archie and couldn't escape. So luckily for them, they were confiscated and they were taken to the nearest vets, which was very, very far away from us, but we had a phone call that there was these 2 pangolins that needed help. So we flew down and we picked them up and we brought them back here.
she had no milk whatsoever. So unfortunately, we do not like removing babies from parents, but we didn't have a choice in this case. She was too medically compromised and she couldn't feed him, and it would be too stressful to keep them together. So we decided to remove them. It is the first baby that we've ever raised, so it was a really daunting task, and it took a while for us to get used to him and him to get used to us. But after about 2 weeks in our care, he started really doing well. And then after about a month, he started eating ants and termites. He was only 240 grams when he came in, and now he is 5.15 kg. So he's doing amazingly well. He's starting to get less milk, even though he loves it. And at probably 5.5, 6 kg, he's going to be going on his release. Malheureusement, la mère d'Archie a succombé à ses blessures quelques semaines après son arrivée au centre. C'est donc Emma qui l'a élevé. Archie est donc devenu le tout premier pangolin de Temminck élevé par l'homme et à faire l'objet d'un processus de réhabilitation complet. Aujourd'hui, avec Sweet Pea, un autre pangolin du centre, il suit un protocole rigoureux pour retrouver la liberté. Emma nous a donc accompagnés pour notre première sortie avec Sweet Pea. La réhabilitation des pangolins est un processus long et méticuleux. Chaque pangolin est confié à un soigneur unique, car le moindre changement d'accompagnant peut le perturber émotionnellement. Ce lien exclusif est essentiel. Les soigneurs passent près de 10 heures par jour à marcher à leur côté, les suivant partout où ils vont. Ils veillent sur eux avec une attention extrême. Chaque décision et chaque geste est soigneusement pensé pour maximiser leurs chances de survie et de retour à la vie sauvage. Chaque jour, les soigneurs viennent chercher personnellement leurs petits protégés dans leur chambre pour les emmener sur le terrain. C'est là que les soigneurs observent attentivement le comportement de leurs protégés. Le moindre signe de stress, de fatigue ou alors de changement d'habitude alimentaire est pris très au sérieux. Cette vigilance constante est essentielle, car la santé des pangolins repose sur un équilibre fragile. Et tout commence par un besoin fondamental: se nourrir. En captivité, les pangolins peuvent difficilement s'alimenter. La raison est qu'ils doivent chercher eux-mêmes leur propre nourriture. C'est pourquoi le processus de réhabilitation de ces animaux est si particulier. Pour se nourrir, ils doivent parcourir de longues distances, et les soigneurs les accompagnent des heures pour les surveiller. Aujourd'hui, prenons l'exemple de Sweet Pea. Comme chaque jour, elle marchera entre 4 à 8 heures cherchant suffisamment de fourmis et de termites avant de décider de retourner dormir. Cette étape est essentielle dans sa réhabilitation. Seule une alimentation naturelle et choisie par ses propres soins peut lui fournir les protéines et nutriments indispensables à sa santé. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver des fourmis et des termites. Les pangolins sont très exigeants, avec des préférences bien précises. Le ratio de fourmis et de termites qu'ils consomment dépend entièrement de leur région d'origine. Par exemple, un pangolin originaire du Limpopo va se nourrir à 80% de fourmis et 20% de termites, tandis qu'un pangolin du Kalahari fera exactement l'inverse. Ils vont donc adapter leur alimentation aux ressources disponibles dans leur environnement. Bien qu'un pangolin puisse manger une centaine d'espèces de fourmis différentes, chaque individu a ses préférences, se limitant généralement à 3 ou 4 espèces favorites. C'est pourquoi les experts surveillent de près ce que chaque pangolin mange lors de leur sortie. Cette observation va permettre de déterminer précisément où il pourra être relâché, c'est-à-dire dans un habitat où ses sources favorites de nourriture seront naturellement présentes. Cette exigence est également l'une des raisons pour lesquelles les pangolins sont presque impossibles à maintenir en captivité dans de bonnes conditions.
The ground pangolin is really hard to keep in captivity, and the main reason is they do not eat any substitute food and they do not eat in captivity at all. These guys only eat ants and termites, but they have to forage for themselves. So this means we have to allow them to do that foraging. So we walk these pangolins between 4, 5, 6, 7, even 8 hours a day or night, depending on the season, to allow them time to forage and actually eat. So as you can imagine, that's really time consuming, and we have to go when they want to go. So if they wake up at 9 o'clock at night, we're walking at 9 o'clock at night. 2 o'clock in the morning, we're walking at 2 o'clock in the morning. They also are solitary and just very shy animals and don't deal well with stress at all. So they all have private suites on their own that are temperature controlled because they don't control their own body temperature. So they are really, really difficult animals and time-consuming animals. And because we don't work with them as much as some other species, we're having to learn things as we go. Lorsqu'un centre estime qu'un pangolin est prêt pour la libération, il recherche une réserve adaptée répondant à des critères stricts. Si l'origine du pangolin est connue, il privilégie cette région pour sa réintroduction. Sinon, ils choisissent un site en fonction des traits de caractère observés durant la réhabilitation. Chaque pangolin est équipé de 2 balises de suivi, une balise satellite et une balise de fréquence. Cela va permettre aux experts de le localiser quotidiennement et de surveiller sa progression. Nous avons également la chance de voir comment en installer un sur un pangolin. So this pangolin was actually a community handover pangolin and not a confiscated pangolin. She was found in the bush and actually people were more intrigued by her and so decided to pick her up and take her back to their farm, but they didn't actually know what they were doing was quite harmful. So instead of putting her through a rehab process, which she doesn't need, we're going to take her back to that farm. But just in case, we have tagged her today to make sure that she stays in that area, that's her territory, and that it was an accident and that they're not going to get her again. So she's been fully health checked. We have given her a drip and fluids to make sure she's all good to go, and then she's got those tags just for extra safety. Yeah, maybe if you can turn it to the side. We will not have to see her again. Well, we are going to see her again. Tous les pangolins passent par une libération douce. Ils sont d'abord relâchés dans une réserve pendant une période allant de 3 jours à 2 semaines, après quoi ils sont ramenés au centre. Ce va-et-vient permet aux pangolins de s'habituer progressivement à leur nouvel environnement. Une fois que le centre est confiant dans leur adaptation, les pangolins sont autorisés à sortir la nuit sous surveillance intensive 2 fois par jour pendant 4 semaines. Cette phase cruciale permet de détecter rapidement tout problème et d'intervenir si nécessaire. Après cette période, la surveillance est progressivement réduite. Si le pangolin se porte bien, les balises sont retirées après 4 mois. Sinon, elles sont maintenues plus longtemps. Le processus de réhabilitation de ces animaux est exigeant, chronophage et émotionnellement impliquant. Cependant, il porte ses fruits. Grâce à ce protocole rigoureux et au dévouement inébranlable des experts, le centre de réhabilitation a obtenu des résultats remarquables, offrant à ces animaux vulnérables une réelle chance de retrouver la liberté. Archie est peut-être né dans des conditions atroces, mais grâce aux efforts du centre et au dévouement de ceux qui l'ont pris en charge, il a une seconde chance. Emma, qui a suivi Archie dès son plus jeune âge, a été bien plus qu'un repère. Elle a veillé sur lui comme une mère veille sur son enfant, guidant patiemment chacun de ses pas vers l'indépendance. Elle a vu Archie grandir, gagner en assurance et apprivoiser peu à peu ce monde sauvage qui, au départ, lui était étranger. Ce petit pangolin fragile qu'elle avait connu s'est transformé jour après jour en ce qu'il était destiné à être.
un pangolin sauvage. Leur relation, bien que marquée par un attachement profond, s'est toujours construite avec un objectif clair, préparer Archie à vivre seul, loin des humains. Et Emma est parfaitement claire sur ce point. Mais malgré cette séparation inévitable, l'inquiétude demeure et demeurera toujours. C'est un travail émotionnellement éprouvant, fait d'incertitude et d'espoir mêlés. Pourtant, c'est également ce qui donne tout le sens à la mission du centre. Offrir une vraie liberté à ces animaux qui, sans leur aide, n'auraient eu aucune chance. Archie sera bientôt un pangolin libre, un symbole de renaissance et d'espoir. Son histoire témoigne de l'engagement indéfectible des professionnels du centre et de la possibilité, malgré les épreuves, de redonner aux animaux sauvages leur place dans la nature. Mais l'histoire d'Archie n'en est qu'une parmi tant d'autres. Derrière chaque pangolin sauvé, il y a un combat contre le braconnage et un espoir pour l'avenir. Et ce combat, nous pouvons tous y prendre part. S'engager auprès de centres éthiques, parrainer un animal ou encore sensibiliser autour de soi, chaque action compte. Les animaux n'ont peut-être pas de voix pour demander de l'aide, mais nous pouvons être les leurs. Grâce au centre de réhabilitation et à ceux qui consacrent leur vie à ces sauvetages, ces animaux ont une seconde chance. Une chance de retrouver leur véritable place dans la nature. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, qui doutent, qui se demandent s'il reste encore de l'espoir, gardez bien cela en tête. Tant qu'il restera des personnes prêtes à se battre pour eux, tant qu'il y aura des voix pour les défendre, alors oui, il y aura toujours de l'espoir pour la vie sauvage. Incroyable. Imparable pour se protéger du sommeil.